bonjour à tous. J'ai attendu un petit moment pour faire cette vidéo, pour pouvoir la faire sans tomber dans trop d'émotions, dans trop de larmes. Voilà, bien que ça fasse partie de la vie, qu'il n'y ait pas de honte à pleurer. Ça fait partie de la vie tout simplement, comme la joie et le reste, dans cette vie sur Terre. Je tenais vraiment du plus profond de mon cœur vous remercier, chacun d'entre vous. Je ne pourrais pas le faire individuellement. Concernant vos mots, vos gentillesses, tout ce que vous avez pu me transmettre en privé pour me réconforter, ça me touche vraiment énormément. J'ai versé beaucoup de larmes face à chacun de vos commentaires, c'est pour ça qu'il m'a fallu du temps aussi pour pouvoir tourner cette vidéo sans basculer dans trop de larmes. En tout cas, merci énormément. Donc cette vidéo et déjà dans un premier temps pour vous remercier pour vos marques d'affection, d'attention, et dans un deuxième temps aussi pour vous expliquer comme parfois la vie, quand il s'agit de voyance, de ressenti, est très difficile malgré les présages que l'on peut avoir. Je vous raconte l'histoire de mon frère donc, qui est décédé récemment. Et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. Il y a à peu près 8-9 ans, donc on repart il y a 8-9 ans en arrière, j'ai fait un rêve extrêmement réaliste où je me trouvais dans la maison de mon frère avec des sacs poubelles et en train de ramasser tout un tas de désordres, de vieux cendriers, on était en train de ranger et de vider sa maison. Et dans ce rêve qui était vraiment ultra réaliste, je ressentais déjà mon chagrin, mon choc émotionnel intense face à sa disparition qui avait été très brutale. J'avais pas connaissance dans mon rêve de la façon exacte dont il était décédé. Pour moi, j'avais pas cette information-là. Je savais que c'est quelque chose de violent et de radical, de type suicide ou de type accident, enfin quelque chose de très choquant. Donc dans ce rêve, il y avait mon mari et je lui disais « Oh, tu te rends compte, regarde tous ces cendriers, regarde comme il s'était laissé aller, regarde le désordre. » Et je me rappelle que dans ce rêve, j'étais complètement effondrée et à chaque fois que je ramassais quelque chose et que je le rangeais, j'étais complètement dépitée et complètement... comme quand on se trouve en état de choc suite à un deuil en fait, hein, on se souvient de chaque mot, de chaque phrase, de l'endroit où on se trouvait lorsqu'on nous a annoncé ça, parce que c'est comme si on était figé dans le temps. Lorsqu'on nous annonce quelque chose de frappant, de glaçant, vous remarquerez que vous êtes comme figé dans l'espace-temps, et que c'est très particulier, c'est un choc psychologique de toute façon. Alors j'ai fait ce rêve-là il y a à peu près 8-9 ans, donc c'était un rêve de prédiction, comme j'en ai déjà eu plein d'autres, hein, que ce soit à travers des rêves ou à travers des sortes de flashs. Et donc, j'en ai parlé donc à ma famille, à mon mari, et à l'époque déjà mon frère avait tendance à avoir des addictions, que ce soit prendre de l'alcool, fumer de l'herbe, enfin comme font beaucoup de personnes. Donc pas mal d'addictions, des fréquentations qui évidemment sont en lien avec ce monde d'addiction et de paradis artificiel. Et donc je me suis sentie déjà à l'époque en train de me dire, donc il y a ça qui risque d'arriver, je ne sais pas quand, comment, mais ça risque fortement d'arriver dans l'espace-temps futur. En fait, en voyance, on vous donne des éléments, on vous annonce quelque chose, on vous prévient de quelque chose, mais vous ne savez pas exactement quand, comment ça va arriver, mais vous savez qu'il faut vous y préparer. En fait, la voyance, selon moi, elle sert un petit peu à ça, et à déjouer tant qu'il est possible certaines situations. Là, c'était quasiment impossible. J'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de discuter avec, de l'aider, de lui remonter le moral. Souvent, les personnes qui ont des addictions sont comme ça. Évidemment, ce sont des personnes qui sont extrêmement sensibles et qui ont besoin de s'évader avec
je vous parle en général évidemment, mais avec une sorte de paradis artificiel pour oublier le quotidien trop difficile de la réalité. Il y a énormément de gens qui boivent en cachette, qui fument ou qui prennent des drogues parce que la vie sur Terre est extrêmement pénible et difficile, il faut le reconnaître, même si elle est très belle, bien évidemment. Et en fait, pour nous les proches, on est complètement... comment je pourrais vous expliquer ça ? Remettre à pleurer parce que j'ai tourné la vidéo je ne sais combien de fois, mais complètement on ne peut rien faire, donc on assiste petit à petit à la déchéance de nos proches et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Par contre la voyance, je suis désolée pour les vagues émotionnelles, par contre la voyance nous sert à prévenir, à nous préparer psychologiquement. On me l'avait dit, de l'autre côté, fais gaffe. C'est ce qui risque de lui arriver. Essaye de faire changer les choses si tu peux, mais ce ne sera pas de ta faute si tu n'y arrives pas, bien évidemment. Donc, je continue l'histoire. Et donc, ce samedi matin, donc c'était que je vous dise pas de bêtises, c'était le 16 novembre, je me lève. C'était le 16 novembre. Oh là là, c'est pénible d'avoir des émotions comme ça. Oh, alors, le 16 novembre, donc je me lève. On a un atelier médiumnité qui est prévu. Un atelier médiumnité qui est prévu. Tout le monde est inscrit, etc. Et c'est ce jour-là. Je prends mon petit déjeuner, je me prépare et je vois sur mon téléphone ma cousine, parce que je suis bretonne d'origine. Je suis moitié bretonne, moitié basque, si vous voulez. Donc c'est le matin, je prends mon petit déjeuner et puis je vois le prénom de ma cousine à 9h30 sur mon portable. Et là, je ne décroche pas parce que bien évidemment, à 9h30 un samedi matin, si ma cousine de Bretagne m'appelle, surtout qu'on se voit de temps en temps, mais quand elle passe dans le coin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De suite, je pense à ça. De suite, je me dis, mince, c'est pas bon signe du tout. Et j'espère que c'est pas ce que je pense, j'espère que c'est pas ce que je ressens. Donc je ne réponds pas. J'essaye de prendre mon petit déjeuner, mais je me dis, tu sais bien qu'il faut que tu la rappelles et qu'il y a un problème. Je lui envoie un SMS parce que je le sens qu'il y a quelque chose de grave. Donc j'essaye de retarder l'annonce que je sens au plus profond de moi. Il faut savoir que j'avais coupé, de par ses addictions, avec mon frère Lépon. C'était quelqu'un qui était devenu agressif avec moi. Sur Internet, il m'envoyait des menaces, des insultes. C'était en lien avec justement, je pense, cette dépendance, cette paranoïa, etc. Et pour ceux qui me suivent, ils doivent savoir que justement, j'avais mis une publication il n'y a pas longtemps en disant que si vous voyez quelqu'un qui est désagréable avec moi sur les réseaux sociaux, c'est mon frère qui m'embêtait. Il le faisait à certains proches. Mais ça, c'était aussi en lien avec ses soucis. Je ne lui en veux absolument pas, bien évidemment. Donc, je prends mon petit déjeuner, je vois ma cousine qui m'appelle, je ne réponds pas, j'envoie un SMS. J'essaie de reculer l'échéance de la nouvelle. Et donc, je lui marque, qu'est-ce qui se passe? J'espère rien de grave. Et elle me répond, justement, je ne sais pas. Donc, à cette nouvelle... de justement je ne sais pas, je comprends de suite que c'est bien ce que je ressens, que c'est bien ce que je perçois et c'est bien ce que j'ai rêvé 8-9 ans en arrière qui est en train de se produire là, ce jour-là exactement. Comme quoi, vous voyez, en voyance, on ne peut pas exactement prédire quand les choses vont arriver, comment, voilà, on ne peut pas avoir avec exactitude, selon moi. Donc, dans le journal, son nom, son prénom est apparu avec ses obsèques qui sont prévues, une date. Et alors là, j'hallucine parce que je n'ai pas été tenue informée de son décès. Ni moi, ni ma tante, ni mes cousines. C'est-à-dire que mon frère est décédé... alors il avait pas mal bu ce soir-là apparemment, donc on était au courant de rien si vous voulez, mais mon frère est resté en réanimation pendant une semaine à l'hôpital en Bretagne, l'hôpital
bref, je ne vais pas donner le nom des hôpitaux ni rien, mais voilà, c'était en Bretagne. Il est resté donc une semaine en réanimation. C'est-à-dire que pendant toute cette semaine de réanimation, personne, je suis sa sœur, donc mes parents sont décédés, il reste donc moi, sa tante, bon, mais moi, je suis quand même facilement retrouvable au niveau de la mairie, au niveau de l'administratif. Eh bien, je n'ai pas été informée qu'il était en réanimation pendant 8 jours. Ce jour-là, en fait, c'était, je crois, le 28 septembre. Il avait beaucoup bu, apparemment, et il avait pris en inhalation une drogue qu'il a inhalée, et donc ça lui a provoqué un arrêt cardio-respiratoire. La personne qui était avec lui ce jour-là a appelé les urgences, ils l'ont réanimé, le cœur est revenu, c'est un cœur jeune, hein, il avait tout juste 50 ans, donc un cœur jeune repart facilement. Par contre, le cerveau était mort. Le cerveau souffre très très rapidement d'un manque d'oxygène, et si on n'intervient pas dans les 3 minutes, c'est foutu. Donc ils sont arrivés dans les 10 minutes à peu près, et c'était trop tard. Alors il est resté, comme le protocole l'indique, 8 jours en réanimation. Je n'ai pas été tenue informée, je n'ai pas pu aller le voir en réanimation, je n'ai absolument rien su. Je n'ai pas été tenue au courant de son décès par personne, puisqu'ils ne m'ont pas trouvée, soi-disant. Et c'est une personne, une connaissance à ma tante, qui a vu le nom et le prénom de mon frère dans le journal et qui a dit « Mais est-ce que tu es au courant que ton neveu est dans le journal, il est décédé, il va se faire enterrer telle date, dans un cimetière pour personnes sans famille ». Alors là, double choc, donc déjà vous avez le choc de l'annonce du décès, vous avez ensuite le choc de savoir qu'il y a des funérailles qui sont organisées, vous n'êtes même pas au courant, vous vous dites mais il est décédé quand ? Finalement, quand on l'a su, il était décédé déjà depuis un moment. Moi j'ai appris son décès le 16 novembre, je me perds dans les dates, alors qu'il était décédé le 6, hein, c'est-à-dire qu'ils l'ont débranché au bout des 8 jours. Donc il est décédé réellement le 6 octobre, et moi je l'ai appris le 16, ça faisait déjà 10 jours qu'il était décédé. Donc, je vous laisse imaginer quand même le système dans lequel on vit. À partir du moment où vous vous mettez à avoir une dépendance, une addiction, que vous êtes considéré comme un alcoolique ou une personne addicte aux drogues, et que il vous arrive ça, je pense que les précautions de disposition ne sont pas les mêmes pour tout le monde. S'il avait été en costard-cravate, je pense qu'ils auraient recherché un petit peu plus activement s'il avait une famille. Parce que c'est quand même pas possible que de nos jours, avec le nom et le prénom de mon frère, parce qu'il avait sa carte d'identité, nom, prénom, et on voit qu'il est né à Paris 14e, il suffisait juste de demander une fiche d'état civil pour voir qu'il avait une sœur qui existait, pour pouvoir me prévenir. Donc ça n'a pas été fait, tout simplement parce que je pense qu'ils ont dû se dire « Ouais, tu parles, ça doit être, il a dû être considéré... avec une connotation un petit peu je sais pas moi, de drogué, évidemment, ce genre de choses. » Il y a eu quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, 8 jours de réanimation. 8 jours. En 8 jours, personne n'a réussi à me trouver. Il suffisait juste de contacter la mairie du lieu de naissance de mon frère. Le gendarme s'est rendu chez mon frère, parce qu'il connaissait l'adresse, il y avait des papiers d'identité, pour voir s'il y avait de la drogue, par exemple, chez mon frère, ou ce genre de choses, parce que c'est le protocole dans la gendarmerie. À aucun moment, il a cherché dans ses papiers s'il y avait des coordonnées concernant la famille. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui se passent en France que je trouve absolument honteuses. On est jugé en fonction de notre costume, de notre statut social, en fonction de tout. Tout est comme ça. Bon, je noircis peut-être un peu les choses, mais c'est extrêmement choquant. Il m'a fallu, donc je me suis rendue en Bretagne, 5 minutes pour ouvrir une malle où il y avait mes coordonnées avec les papiers du notaire, parce que mon frère avait un logement, il était propriétaire, il avait de l'argent. C'est pas parce qu'il avait des addictions et qu'il avait ces soucis-là que c'était quelqu'un qui n'avait rien, voilà, bon.
Pour vous dire, comme des fois les choses et les gens peuvent être extrêmement maladroits, donc ça bien évidemment le gendarme, je lui ai expliqué que j'en resterai pas là, parce que du coup j'ai pas pu me rendre à son chevet lorsqu'il était en réanimation. J'ai dû batailler, comme j'ai expliqué dans les publications, pour qu'il puisse être enterré avec ma famille en Bretagne, parce que nous avons un cimetière familial. Il a failli être enterré dans un, je sais plus comment on appelle ça, un carré commun, une sorte de fosse commune, voilà. Donc c'est-à-dire que si cette dame qui nous a tenus informés du décès de mon frère, qui connaissait ma tante, ne nous avait pas informé, mon frère serait aujourd'hui mort, enterré dans un cimetière que je ne connais pas, et je ne serais toujours pas au courant. Je trouve ça tout simplement hallucinant. Alors, je savais qu'il lui arriverait ça. Je savais qu'il lui arriverait une mort, malheureusement. Enfin, je le savais. On le sait, mais on espère se tromper dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on voit. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment. Je n'ai pas eu de ressenti particulier en plus pendant la période où il est décédé. J'ai juste mon chien qui avait une attitude bizarre un soir que j'avais mis en plaisantant sur Instagram parce qu'il restait figé en regardant quelque chose. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont dû voir cette publication. Donc moi je plaisantais, mais j'ai absolument pas du tout perçu mon frère, ni ressenti quoi que ce soit, en tout cas pour ça, mis à part qu'il y aurait une fin difficile, tragique, et que j'ai revécu évidemment avec les sacs poubelles, le rangement, tout ce que j'avais vu 8-9 ans avant, à travers mon rêve. Et il m'a fallu 5 minutes pour trouver mes coordonnées chez mon frère. Je trouve ça incroyable, comme on peut manquer d'humanité à ce point-là. À savoir qu'en Bretagne, c'est un petit village et que ce gendarme connaissait mon frère, plus ou moins, hein, parce qu'on connaît quand même, hein, quand c'est des petits villages comme ça. Il savait très bien qu'il avait une sœur, puisque j'avais à l'époque, face à ces menaces, fait un dépôt de plainte envers lui pour qu'il arrête ses bêtises. Donc il suffisait juste de regarder sur l'ordinateur son nom, son prénom, et je figurais. J'ai pas été tenue informée. C'est incroyable. À savoir que dans sa maison, il avait des chats, des poules, que le gendarme, voilà, quand je l'ai appelé, m'a dit « Oh, bah, vous savez, il y a de la verdure, ils ont de quoi manger. » Voilà, aucune empathie, aucune humanité. Donc, bien évidemment, ce gendarme, je lui ai dit ce que je pensais et je ferai ce qu'il faut pour faire remonter cette histoire-là, parce que je ne veux pas que ça se reproduise sur d'autres personnes. Je trouve ça absolument horrible. On a des responsabilités, quand même. Moi j'ai travaillé dans le social et à mon petit niveau je devais tenir compte et preuve de tout ce que je faisais, et là non, il a été chez mon frère et non, on n'a trouvé aucun papier, on a juste été voir s'il y avait des produits stupéfiants, mais c'est tout. Bon, alors que les papiers étaient posés sur dans sa chambre, il y a un ordinateur, il y a les papiers, j'ai trouvé ça en 5 minutes, bref. Incroyable. Donc voilà l'histoire, et voilà pourquoi aussi j'ai dû me battre, parce que comme je me suis rendue de toute urgence en Bretagne, les obsèques étaient déjà organisées, il devait être enterré, puis on m'a dit il n'y a rien à faire madame, il sera enterré là-bas, il sait très bien, il aura sa plaque, vous inquiétez pas, mais là c'est trop tard, ça fait déjà 10 jours qu'il est décédé, vous inquiétez pas, vous pourrez déplacer le corps dans 10 jours. Dans 10 jours, n'importe quoi, dans 5 ans. Pourquoi 10 jours? Donc, avec de la tristesse, la fatigue, le choc, je me dis, bon, tant pis, je le ferai déplacer au cimetière familial dans 5 ans, comme me dit la dame. Et puis tout d'un coup, j'ai une présence d'esprit qui me dit, mais Coralie, mais t'es en train de subir les conneries que font les autres, et ton frère va être enterré dans un carré commun pour personnes qui n'ont plus de famille. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas été prévenu qu'il était en réanimation, pas prévenu de son décès, et maintenant on va l'enterrer dans un endroit sans sa famille. Et là, il a fallu que je me batte pour annuler ces obsèques qui étaient prévues et trouver une personne qui veuille bien l'enterrer au cimetière familial. Alors, je vous laisse deviner le choc émotionnel, la fatigue, le ras-le-bol, bref, tout ce que j'ai pu vivre, ma famille et moi, avec ces moments-là. Et de là, évidemment, il y a toujours une petite lumière qui arrive, au milieu de tout ça. Je suis tombée sur une personne adorable que j'ai eue au téléphone, un marbrier, d'une gentillesse incroyable. J'étais en larmes au téléphone. Et évidemment, il s'est occupé de ça. Il m'a dit, vous inquiétez pas madame, bien sûr, je vais faire mon possible. Il a tout géré.
il s'est débrouillé pour pouvoir enterrer mon frère le plus vite possible dans le cimetière familial. Donc là, je suis vraiment heureuse de le savoir avec mes parents. Mais il a fallu que je me batte, il a fallu que je dise non, que je m'affirme face à ces personnes qui m'assuraient qu'il aurait sa petite plaque, son bouquet. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que pour trouver le compte en banque de mon frère, ils ont réussi. Pour trouver la sœur, ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible chez l'être humain. Ça m'a aussi choquée. Ça, ils ont trouvé qu'ils étaient au Crédit Lyonnais, qu'il y avait suffisamment d'argent pour que les obsèques se fassent. Mais la sœur, elle avait disparu. Ça, c'est affreux. Mais j'en tiens une belle leçon aussi sur certaines personnes. Donc, ce jour-là, j'avais un atelier qui était prévu, médiumnité. J'étais très embêtée, je voulais pas laisser tomber les gens. Je demande à mes guides, je demande à mon prof là-haut, celui que j'appelle le prof, le guide. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je viens d'apprendre une nouvelle. Je me sens pas très bien. Je dois gérer cet atelier. Qu'est-ce que je fais? Donc, là-haut, en fait, on me pousse à le faire malgré tout en me disant, écoute, fais-le. On va te donner la force. On va t'épauler pendant cet atelier. Étrangement, effectivement, cet atelier m'a fait du bien. Cet atelier médiumnité m'a fait du bien. J'ai réussi à transmettre aussi quelques petits messages. C'était très agréable. Ça m'a porté. J'ai fait mon possible ce jour-là, évidemment. Ça a été très très dur, mais au départ, j'avais peur de craquer, mais j'ai réussi. Et pendant cet atelier où on a expérimenté l'écriture automatique, il y a une jeune femme que j'ai déjà eue en séance, qui s'appelle Angélique, qui se reconnaîtra. Donc, petite synchronicité, elle s'appelle Angélique. Donc, voilà, envoyée du ciel pour moi, puisque elle arrive là comme la cerise sur le gâteau, à vouloir nous aider pour l'atelier, à vouloir mettre en place plein de trucs. Donc, vraiment, son aide était la bienvenue. Donc, super. Ravie d'avoir Angélique qui était là. Et puis Angélique, pendant cette écriture, cet atelier de médiumnité, fait un petit peu d'écriture automatique, comme pour les autres élèves, on va dire ça comme ça. Et puis elle fait un grand L, comme ça, qui est l'initiale du nom de famille de mon frère et de mon nom de jeune fille. Donc moi je dis rien, mais je ressens que c'est en lien avec moi, avec mon frère, donc je reste discrète. Et puis tout d'un coup, elle fait des écritures automatiques et tout d'un coup, elle me dit, je comprends pas, j'ai tout le temps mail qui revient, MEL, qui revient en boucle. Et puis alors là, ça dit rien à personne et bon, je lui dis, écoute, de toute façon, parfois, ça ne nous dit rien et ça vient plus tard. Mais je prends note de ce qu'elle dit parce que le L penché en majuscule comme elle l'a écrit était l'écriture de mon frère. Il avait une très belle écriture, c'était une personne qui avait un talent assez particulier aussi au niveau du dessin. Et donc je retiens ce qu'elle dit parce que je sens sa présence autour d'elle, parce que moi j'arrive pas à capter à ce moment-là vu que c'est mon frère et que je suis dans l'émotionnel et que c'est très tôt et que je suis un petit peu chavirée. Et donc, elle répète tout le temps ce mail qu'elle ne comprend pas, et moi non plus. Je lui dis, lâche, on verra bien ce que ça peut vouloir dire. Je me rends en Bretagne, et donc le gendarme dont je vous parle, qui s'est rendu chez mon frère et qui n'a trouvé absolument aucun papier, qui dit qu'il a cherché, qu'il n'a rien trouvé, que blablabla, qu'il n'y a pas de chat, et que les poules, elles ont de quoi bouffer, enfin bon, bref. Eh bien, figurez-vous que je ne peux pas donner son nom, mais il s'agissait en fait à une lettre près de son nom. Ce qu'elle m'a écrit était le nom du gendarme qui s'est rendu quasiment. Il reste quelques lettres, je ne peux pas par mesure de confidentialité, par respect pour cette personne bien évidemment. C'était quasiment le nom de famille de cette personne. Et alors là, je suis tombée sur les fesses parce que je me suis dit waouh. Donc en fait, de là-haut, j'ai compris ce qu'il a voulu me dire concernant cette personne qui volontairement, parce que vraiment pour pas trouver les coordonnées d'un membre de la famille, il faut y aller là, hein. Il y a quand même tous les papiers chez lui, il avait connaissance qu'il avait une sœur, il suffisait de taper nom, prénom dans le commissariat, enfin dans la gendarmerie, et j'apparaissais. Et effectivement, le nom est sorti, ainsi que le nom de famille de mon frère, pour me faire comprendre voilà, que cette personne-là n'a pas mis tout ce qu'il fallait en tout cas pour pouvoir me trouver.
Donc c'était assez, c'est là que ça m'a percuté. Donc voilà pour la petite histoire de la tragédie, de la voyance, des choses qu'on peut ressentir à l'avance mais qu'on ne peut pas changer, du sentiment qu'on peut ressentir lorsqu'on essaie de sauver les gens mais qu'on n'y arrive pas. Moi ça a été vraiment, je n'ai pas encore rebasculé dans les larmes, mais ça a été quelque chose de terrible dans ma vie. Donc même si la médiumnité est très à la mode en ce moment, c'est vrai, c'est vrai que c'est génial, c'est magnifique, la médiumnité, ça se développe, c'est formidable, mais en général, je remarque qu'on a quand même un parcours en tant que médium plutôt difficile qui nous fait aller dans les fins fonds de la souffrance pour pouvoir l'explorer, pour pouvoir peut-être, je ne sais pas moi, améliorer notre champ empathique et mieux aider les autres. J'en sais rien, je suppose que c'est comme ça que ça doit fonctionner, je suppose, mais c'est très très compliqué. Et la voyance sert, je pense, justement à essayer de changer les choses et malheureusement, parfois, il y a des destins qui sont écrits et qu'on ne peut pas changer, malheureusement. Donc en tout cas, voilà, cette vidéo était peut-être un petit peu longue, mais je voulais vous expliquer justement mon parcours, pourquoi je me suis battue, pourquoi ça a été compliqué. Voilà, c'est quelque chose de terrible. On s'était séparés, mais ça n'empêche pas du tout la souffrance, la douleur de perdre un frère. Même quand on est éloigné, même quand on est séparé, lorsqu'il y a des soucis de cet ordre-là, d'addiction, d'alcoolisme ou autre, on comprend bien qu'il y a une souffrance derrière tout ça et ne vous culpabilisez pas. On a toujours tendance à le faire de toute façon, c'est très humain de se culpabiliser pour tout parce qu'on veut absolument aider nos proches malgré tout. Mais là, malheureusement, j'ai pas pu non plus. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment à tous pour tout, pour qui vous êtes. C'est terrible ça, d'être émotif comme ça. Pourtant, j'ai essayé, j'ai fait plusieurs vidéos que j'ai dû supprimer, remettre, recommencer, et puis j'arrive pas. À chaque fois, j'ai une larme qui arrive. Je vous remercie à tous. Je reçois beaucoup plus que je ne donne. C'est de toute façon ce que je constate. Et je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt pour des choses un petit peu plus gaies. Un petit peu plus gaies. Et puis moi, écoutez, je pense avoir eu quelques signes de mon frère. Pour moi, ce n'est pas encore suffisant parce que je suis un petit peu exigeante dans les signes que je veux recevoir de sa part. Mais je suis patiente et je sais que j'en aurai. Merci beaucoup à tous et je vous dis à bientôt, donc à dimanche pour l'astroscope. Merci, à bientôt.